Bonjour. En 2003, les ordinateurs sont souvent considérés comme très compliqués. Et beaucoup d'entre vous trouveront le suffixe pliqué franchement inutile. Pourquoi ces braves machines ont-elles cette mauvaise réputation? Chacun a ses raisons, toutes plus pertinentes les unes que les autres. Mais pour ma part, je pense que les partisans d'une informatique informaticienne sont les premiers responsables de cette mauvaise réputation. Sales, arborant fièrement cheveux gras et lunettes pas possibles, ces ouaves ont une incapacité congénitale à communiquer dans une autre langue que leur langage maternel, le langage machine. Mais vous êtes propre sur vous, sympathique, et en fait, vous avez une vie. Donc l'informatique, pas pour vous. Pas sûr. Cette nouvelle émission vous montrera une autre informatique. Accessible, agréable et ludique. Nous ne vous assommerons pas de termes techniques. Nous ne partirons pas dans de longues envolées partisanes et passionnées. Nous avons un but. Et ce but est de démystifier ces drôles de boîtes branchées à ces drôles d'écrans. Antoine. Pour cette première émission, nous allons vous présenter un sujet sur la musique numérique. C'est étonnant tout ce qu'on peut faire avec un ordinateur. Encodage, classement, téléchargement, mixage ou diffusion. Et tout ça sans la moindre connaissance en informatique. La musique numérique ne serait rien sans le baladeur numérique, ou baladeur MP3, qui permet de profiter de sa musique en avion ou sur les plages ensoleillées de Tunisie et d'ailleurs. C'est Sony qui a lancé la révolution du baladeur dans les années 80 avec le Walkman. 10 ans plus tard, le Discman est apparu, toujours chez Sony. Mais l'évolution de ces années 2000, ce n'est plus à Sony qu'on la doit, mais à Apple avec l'iPod. L'iPod, c'est ceci. C'est tout petit, ça ne pèse rien, moins de 200 grammes. Vous pouvez l'emporter partout, au travail, à la plage, à la montagne. Et ne craignez pas de manquer de musique, même lors de longs voyages. Il est tout petit, mais l'air de rien, il peut stocker l'équivalent de quelques 400 albums CD. Il coûte entre 350 et 550 € selon le modèle. Plus le modèle est cher, plus on peut y mettre de musique. Mais c'est la seule différence entre les modèles. Le modèle à 350 € est donc déjà un excellent choix. À 350 €, mon cher Antoine, qu'il soit excellent est bien la moindre des choses. Pour ma part, tant qu'il n'a pas atteint un prix plus raisonnable, j'utilise ceci. Ça s'appelle un iRiver. Ça coûte 125 € et c'est encore plus petit qu'un iPod. Bon, évidemment, sa mémoire est beaucoup plus limitée. On peut y mettre un album complet ou une quinzaine de morceaux. C'est beaucoup moins impressionnant, mais ça permet de survivre une journée. C'est rechargé en nouveaux morceaux en quelques instants. Même avec un ordinateur portable en vacances, c'est vraiment très facile. Il fonctionne avec une simple pile AA. Pour ceux d'entre vous qui n'y verraient pas l'avantage par rapport aux batteries intégrées de l'iPod, laissez-moi vous raconter une petite anecdote. À New York, de nombreuses pubs pour l'iPod se sont retrouvées affublées d'un tag. iPod's Unreplaceable Battery lasts only 18 months. La batterie inchangeable de l'iPod ne dure que 18 mois. Le vandale espère ainsi sensibiliser Apple à ce problème. Apple vient de mettre en place un programme de remplacement des batteries de l'iPod. Uniquement pour les utilisateurs américains. D'accord Stéphane, il n'est pas parfait mon iPod. Mais un avantage dont je n'ai pas encore parlé, c'est qu'il peut servir de disque dur externe, très facile à transporter et sans batterie. Sur le modèle à 40 Go par exemple, rien ne t'empêche d'utiliser 10 Go pour la musique et 30 Go pour stocker des données. Avec quelques arguments, tu pourras même convaincre ton patron de t'en acheter un, pour des raisons strictement professionnelles. L'iPod, vois-tu, son point fort, c'est sa polyvalence. Il peut servir de carnet d'adresse, d'agenda, de disque dur d'appoint, et des accessoires permettent maintenant de l'utiliser en voiture. Dans ce cas, il devient émetteur FM et tu reçois ta musique comme n'importe quelle émission radio. Un autre accessoire permet de recevoir la radio FM, et encore un autre permet de le transformer en dictaphone de luxe. Bah tiens, donc, pour 350 €, il n'est pas encore complet. Moi, je reste sceptique. Pour le tiers du prix, mon iRiver, dans sa version de base, reçoit la radio FM et permet l'enregistrement. Je dirais que l'iPod est vraiment bien si on a besoin d'un disque dur externe. Si seules les fonctionnalités de baladeur vous intéressent, 350 € pour le bas de gamme, je préfère m'acheter un iRiver et, avec l'argent économisé, m'offrir une des promos de Liberty TV pour aller l'écouter au soleil. Voyons maintenant comment ça se passe en pratique. Pour encoder, lire et stocker les fichiers musicaux, on utilise le plus souvent le format MP3. Il existe en fait plein d'autres types de fichiers. Le format propriétaire de Microsoft par exemple, le WMA. Il n'a pas vraiment d'avantage, mais difficile d'échapper aux dictats de Microsoft quand Windows équipe 95% des ordinateurs personnels. Autre format, l'AAC, plus prometteur, qui est la vraie évolution du MP3. Apple est en train d'essayer de l'imposer via son logiciel iTunes dont nous vous parlerons dans un instant. Autre avantage de ce format, le son est un peu meilleur et la compression est plus élevée, donc vous pouvez stocker plus de minutes de musique qu'avec le MP3. Justement, tu me parles de compression.
J'en profite pour glisser quelques mots d'explication. Le principe de ces fichiers compressés est tout bête. Sur CD, le son est encodé dans son intégralité, c'est-à-dire qu'il intègre des sons que l'oreille humaine est théoriquement incapable de discerner. La compression balaie ces sons, en espérant que l'oreille ne s'en apercevra pas. Évidemment, plus le son est compressé, plus l'auditeur percevra que quelque chose n'est pas tout à fait normal. Le son apparaîtra moins profond, moins nuancé, plus plat. Mais revenons à nos moutons. Ces MP3, on se les procure comment ? En les piratant, bien sûr, Stéphane. Ce qui est bien sûr tout à fait illégal et tu risques de t'attirer de gros ennuis. Mais il y a plusieurs moyens d'en obtenir d'une manière tout à fait légale. Le moyen le plus simple consiste à encoder tes propres CD. Je te fais une petite démonstration. C'est vraiment très simple. Tu insères ton CD, la machine interroge une base de données et instantanément, les titres contenus sur le CD s'affichent à l'écran. Tu sélectionnes les morceaux à importer ou alors tu importes l'album en entier. Selon la vitesse de ta machine, le CD est lu plus ou moins rapidement, généralement 10 fois plus vite que le temps réel. Tu attends quelques minutes et voilà, une collection toute fraîche de MP3 prête à être injectée sur ton iPod ou sur ton iRiver. Nous vous présentons dans cette séquence le logiciel iTunes. Il existe des dizaines de logiciels de jukebox, mais aucun n'a réussi à allier facilité d'emploi, fonctionnalité et design aussi bien qu'iTunes. Il est d'ailleurs amusant de constater combien les autres softwares peuvent être mal conçus. Winamp ou Windows Media Player sont tout simplement affreux. D'un point de vue ergonomie, ces logiciels font également froid dans le dos. iTunes est donc le logiciel à utiliser. Et comme il est entièrement gratuit, faites-vous plaisir. Téléchargez-le à cette adresse. Toutes les adresses mentionnées dans cette émission se retrouvent également sur les sites libertytv.com et macosx.be. À l'origine, iTunes était un logiciel uniquement destiné au Macintosh. Mais aujourd'hui, iTunes existe également sur plateforme Windows, même s'il y souffre encore de quelques défauts de jeunesse assez pénibles. À la différence des autres programmes, iTunes est un intégré. Les autres solutions, sur PC, nécessitent souvent l'emploi de plusieurs programmes. Un premier extrait les fichiers d'un CD, un second les encode en MP3, un troisième les lit, un quatrième les gère, un cinquième les grave. Bonjour la simplicité. iTunes, je le disais, est un intégré. Non seulement il regroupe ses fonctionnalités, mais aussi il en ajoute d'autres qui sont inédites. Ainsi, il permet également d'acheter des morceaux en ligne, de gérer les playlists intelligemment et même d'échanger de la musique avec ses amis et collègues. L'échange de MP3 suscite pas mal de polémiques, alors qu'il n'est en fait que la modernisation d'un comportement qui a toujours existé. Nos parents se prêtaient déjà des 45 tours et des cassettes dans les cours de lycée. Tant que ça ne prend pas des dimensions industrielles, se prêter des disques n'a jamais fait de mal à personne. Au contraire, c'est le meilleur moyen de faire connaître un artiste. Bien sûr, le MP3, ne nous voilons pas la face, c'est aussi une affaire de logiciels P2P. Des logiciels tels que Kazaa, Idanki, Sheraza permettent de se servir dans une immense bibliothèque de fichiers qui correspond à l'ensemble des fichiers partagés par l'ensemble des utilisateurs de ces logiciels. Que vous soyez fan d'opérette ou de heavy trash fucking metal, vous y trouverez absolument tout. Bien entendu, c'est tout à fait illégal, et ceux qui pratiquent ce genre de choses risquent certains ennuis. Mais nier l'existence de ces systèmes serait tout aussi idiot qu'hypocrite. Vous êtes assez grand pour vous faire une idée sur le sujet par vous-même. Car souvenez-vous, la lettre tue et l'esprit vivifie, comme l'a rappelé Voltaire. Apple vient de sortir macOS X 10.3, nom de code Panther. De nombreuses nouveautés au programme, comme le système exposé qui permet d'afficher simultanément toutes les fenêtres en cours d'utilisation. Mais la plus grande nouveauté de ce macOS X est qu'il est enfin utilisable. Beaucoup plus rapide que ses prédécesseurs, il devrait réconcilier tout le monde avec l'Unix d'Apple. À noter qu'il est disponible en version client et en version serveur, et que sa version client vous coûtera quand même 149 €. C'est cher, surtout si l'on considère que cette mise à jour fournit enfin le système promis par Apple il y a plus de 2 ans. Il aurait été de bon ton de le fournir à un bien meilleur prix, mais le jour où le marketing Apple ne sera plus catastrophique, ça se saura. Les graveurs de DVD se démocratisent chaque jour un peu plus. Alors qu'il y a à peine un an, il fallait débourser plus de 300 € pour graver vos propres DVD, un des modèles les moins chers du marché, fabriqué par Pioneer, coûte aujourd'hui moins de 100 €. Dorénavant, vous n'avez plus aucune excuse. Tous vos films de vacances pourront être distribués à toutes vos connaissances, sur support DVD, directement lisible par le lecteur de salon. Et à moins d'1 € le DVD vierge, pourquoi se priver ? Pour plus de renseignements sur les sujets dont nous venons de parler, rendez-vous sur le site libertytv.com et sur le site macosx.be. Si vous voulez nous contacter,
pour nous proposer des sujets que vous aimeriez nous voir aborder, pour nous donner votre avis, ou tout simplement pour nous dire bonjour, une seule adresse, pomc@libertytv.com. À bientôt.